Pour cette 10e vidéo, nous allons explorer non pas une, mais plusieurs petites mers lunaires. Elles se situent aux alentours du centre de la Lune. La mer des vapeurs et son appendice Sinus Medii, la mer des îles et Sinus Aestuum, la mer de la connaissance. La mer des vapeurs est délimitée par les monts Apennins à son nord-ouest, le cratère Manilius à son nord-est, la zone montagneuse noirâtre au-dessus de la rainure Hyginus à l'est. On peut la représenter sous forme ovale dans cet espace, et certains experts pensent qu'il s'agit de lave accumulée au sein d'un grand cratère d'impact. Dans la zone est de la mer se trouve le cratère Manilius, au rempart bien net. Ce n'est pas le cas de sa structure interne, qui s'est plus ou moins avachie. Au sud-est de Manilius, en dehors de la mer, remarquons sur cette image prise au C14 le délabrement de plusieurs structures. Le grand cratère Jules César et le plus petit Boscovitch ont été complètement arasés. Si l'on ajoute à ceci la zone montagneuse noirâtre qui borde la mer, on peut dessiner le tracé de gigantesques projectiles en provenance de la mer des pluies, qui sont à l'origine de ce travail de sape lors de la création du bassin Imbrium. La coloration noirâtre de la zone escarpée que nous venons de mentionner n'est pas une illusion. Elle est due à un dépôt de cendres volcaniques à grande échelle. La zone sud de la mer des vapeurs, ainsi que la bordure de Sinus Medii, est caractérisée par les trois types de rainures qu'elle exhibe. La large rainure Ariadaeus est un véritable rift, c'est-à-dire un large bassin d'effondrement. La rainure Hyginus nous gratifie de multiples puits d'effondrement tout au long de son cours. Quant aux rainures Trisnecker, ce sont des rainures classiques, filant dans toutes les directions. Signalons enfin les deux cratères Agrippa et Godin, qui, comme Manilius plus au nord, ont une arène interne faiblement définie, et en particulier Godin, au sol interne vraiment chamboulé. Descendons plus au sud encore, pour voir l'intégralité de Sinus Medii. Voilà. On y retrouve le cratère Trisnecker qui sert de repère. Peu de choses à signaler ici. Nous nous contenterons du cratère Reticus, dont la forme délabrée n'est certes pas attirante, mais qui permet de repérer une fine rainure venant du complexe de Trisnecker et qui, en frôlant Reticus, se perd plus au sud en arrivant sur Hipparque. La mer des îles n'est pas à proprement parler une mer, mais une zone vaguement définie qui va du sud-ouest au sud-est de Copernic. Son centre d'intérêt réside dans les traces d'origine volcanique qu'on y trouve. Commençons par la zone orientale et poussons plus loin que la mer des îles. Au sud-est d'Eratosthène se trouve une zone de lave marine dénommée Sinus Aestuum. Sa forme ovale, dont on ne voit pas le bord oriental sur cette image, peut faire penser là aussi à un ancien grand cratère enfoui. Juste en dessous se situe une zone rugueuse sombre qu'on appelle Aestuum Pyroclastix. Comme son nom l'indique, nous avons affaire à du volcanisme, en l'occurrence ici un grand dépôt de cendres qui va en fait jusqu'au sud de Copernic. Mais les éjectats blanchâtres formés lors de la création de ce jeune cratère ont bien zébré le tout. Notons également que les cratères Gambart et Reinhold B ont une forme particulière, avec un fond plat très lisse
entourée d'une muraille circulaire peu élevée. Certains experts se sont demandé s'il ne s'agit pas d'anciennes calderas, étant donné l'histoire volcanique de la zone, tandis que d'autres experts ne le pensent pas. Nous voici au sud de Copernic. Prenons d'abord quelques repères. Les monts Carpates, Copernic bien sûr, Reinhold et enfin Landsberg. La mer des îles se prolonge encore plus à l'ouest, jusqu'aux environs de Kepler, qui est hors champ sur l'image, et dans la nuit de toute façon. Ici aussi, tout est lié au volcanisme, mais point de dépôt de cendres à voir. Par contre, de très jolis évents sont à admirer dans la lumière rasante qui les révèle. Voici les 6 dômes Hortensius, marqués en leur sommet par l'heure et vent. Ils me font penser à un groupe de baleines qui émergent pour respirer. Plus au nord, on distingue à peine le dôme Pi Militius. Est-ce tout? Pas tout à fait, car même s'ils ont moins de célébrité, on peut en trouver d'autres en cherchant bien. Par exemple, ici, ici et encore là. L'ensemble de cette zone est vraiment agréable à explorer dans de bonnes conditions. La mer de la Connaissance est spéciale du point de vue astronautique. Elle a en effet accueilli la sonde Surveyor 3 en 1967 et celle-ci a eu la visite en 1969 des 2 astronautes du LEM d'Apollo 12. Du point de vue astronomique, cette mer se situe au sud de la mer des Îles et au nord de la mer des Nuées. C'est une étendue basaltique qui n'attire pas vraiment l'œil, sauf pour 2 ou 3 structures lunaires. La première, la plus visible, sont les monts Riffé. Ceux-ci sont composites. Le premier élément est le bel arc montagneux, qui est en fait le rempart occidental d'un grand cratère englouti sous les laves. En supposant que les pics centraux se devinent par la ride verticale située en pleine mer, et que d'autres aspérités signent les vestiges du rempart nord et est, on peut tracer la forme suivante. Beau gabarit ce cratère. Revenons au mont Riffé, car le deuxième élément qui le compose sont également des restes de remparts de cratères, plus modestes cette fois-ci. Ils se situent tout au nord des monts, ici. Au nord-est de la mer de la Connaissance se trouvent les cratères Bonpland et Paris, qui ont failli disparaître sous les laves. Remarquons simplement la jolie rainure qui traverse le sud-est de Paris. Il me reste à signaler une dernière curiosité dans la mer. Il s'agit de cette structure blanchâtre granuleuse. C'est une kipuka, c'est-à-dire d'un dénivelé que les laves ont simplement contourné en s'étalant, comme cela se produit d'ailleurs sur Terre lors d'épisodes volcaniques. Nous sommes arrivés au terme de cette triple visite de petites mers lunaires. Elles aussi recèlent quelques pépites bien agréables à déceler au fil de la lunaison.